Bonsoir le mardi 26 décembre, merci de nous rejoindre. Il est 19 h dans nos studios de Pamataï, c'est l'heure de l'information sur votre chaîne La Première. Voici les titres de ce présent journal de ce mardi soir. À Montréal, les bilans comptables retrouvent le sens des additions. La Covid est désormais loin et les touristes sont de retour. La fréquentation augure de belles perspectives. Il y a de l'optimisme dans le monde économique local. Ici, le taux de remplissage hôtelier dépasse les 80% et il ne faiblit aucunement. Allô, service public bobo. Les médecins auraient désormais un faible pour le privé. Une réflexion est en cours pour inverser cette courbe. Statut, salaire, conditions de travail. Le privé attire, mais l'installation ne se fait pas sur un seul claquement de doigts. Dans ce journal, le témoignage d'un professionnel de la santé. Et justement, nous irons plus loin avec une partie invitée avec le docteur Tematoa Otoa, qui est vice-président de l'Association des médecins polynésiens. Elle viendra faire le point sur la situation et surtout sur la logique d'accompagnement qui prévaut au sein de cette structure. Merci docteur, à tout à l'heure. Il rêvait d'être pilote, c'est fait. Hier, pour son premier vol, officier dans un cockpit, un jeune homme de Rangiroa a posé l'avion d'Air Tahiti sur le tarmac de son île natale. Il y avait du monde à l'arrivée, des larmes de joie pour les proches. Bref, du ciel bleu à vous offrir dans ce journal. Et une fierté pour l'île, mais aussi pour la compagnie Air Tahiti. Nous parlerons de la politique d'emploi de la compagnie, de son engagement dans les archipels. Manaté Vivich, le directeur général, est notre invité. Merci monsieur, à tout à l'heure. En cuisine, on dit parfois jouer du piano, et à l'image de la musique, il ne faut aucun défaut. Et sur la renuit, le personnel affronte toujours ce défi de la saveur juste et des papilles à séduire. Nous avons embarqué dans le ventre du bateau pour voir une équipe qui a le goût des autres, ses coulisses, enfin, d'édition. À Montréal, le grand souffle économique, après la période asphyxiante de la Covid, les professionnels du tourisme ont à nouveau de l'enthousiasme. Les chiffres sont bons et le désir d'investir peut trouver une place dans les plans d'avenir. L'île Sœur, au lagon magique, séduit. Rien pour l'instant ne menace la tendance. C'est bon pour le moral et surtout pour l'emploi. Reportage positif avec Ismaël Tayata et les images de Jacques Damour. Avec un temps aussi ensoleillé, il serait indécent d'être habillé. Cet hôtel a gagné le cœur des Européens et plus encore celui des Américains. Ils viennent en famille. Le taux de remplissage culmine à 80% depuis l'année dernière. Il y a un flux après le Covid en 2022 et en 2023, je crois qu'il y a encore plus de gens qui veulent venir en Polynésie pour l'authenticité de la Polynésie et pour tout ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'ils veulent retrouver la paix. Après 2 ans passés la tête sous l'eau, Eric affiche le sourire des beaux jours. 2022, les affaires reprennent. 9 unités d'accueil occupées toute l'année à 75%, avec une période plus ou moins creuse de novembre à mars. On travaille beaucoup avec des agences locales qui nous réservent déjà à l'avance, mais à ce niveau de ce taux, on est à 10-15%. Mais au fur et à mesure des mois, on croise les doigts toujours, on est optimiste et on se dit qu'au fur et à mesure, les gens viennent chez nous. Parce que on commence à se faire connaître aussi, il faut être clair. Quand le 2 roues fait la joie des touristes, des Américains surtout, en 50 ou 125 cm3, entre 5 et 6 000 francs la journée, une trentaine de scooters à disposition 7 jours sur 7. On est juste en face du quai et quand les gens y descendent, ils sont plein dedans. Et c'est l'avantage alors? Voilà, c'est l'avantage qu'on a nous. Hein. Okay. Je ne sais pas si d'autres sociétés fonctionnent, mais nous on fonctionne très bien. Le service bat son plein. Ici, 106 chambres et pas une de libre. Rose a recruté 170 employés, tous dédiés au bien-être des clients. L'emplacement de l'hôtel offre un avantage en plus. Je suis au milieu des 2 baies et j'ai le lever de soleil le matin et le coucher de soleil le soir qui dure jusqu'à 18h, 18h30. Et ça plaît beaucoup aux touristes. Hein. Comme Rose, Eric propose des activités variées qui ne laissent pas les touristes insensibles. Le petit déjeuner et le dîner font partie du package. Excursions, historiques et visites des sites complètent la liste. Il y a un petit changement au niveau de la clientèle, aussi parce que quelque part au niveau de nos tarifs, contrairement à un hôtel qui offre des tarifs quand même assez conséquents, nous, on est une pension de famille, on a des tarifs tout à fait abordables et du coup, on touche une clientèle avec des budgets moyens. En octobre 2023, l'hôtellerie internationale en Polynésie française propose plus de 74 000 chambres à la location. Pour les professionnels, c'est loin d'être suffisant.
Et sur la plage de l'île de Waouka, la désolation le soir du réveillon. Des milliers de poissons ont été retrouvés morts, gisant les uns aux autres collés. Un phénomène qui n'est pas une première, hélas, en Polynésie. La cause probable ou possible, le réchauffement des eaux et le manque d'oxygène. En conséquence, une partie du monde scientifique y voit l'expression du réchauffement climatique. Coup de fil aux marquises avec un Tavanna adjoint qui nous répond. Depuis 2 jours, nous avons pu constater un phénomène où on voyait des poissons échouer sur le sable. Il y avait beaucoup de poissons, des sardines, il y a tout. Alors, au début, le poisson était fraîchement mort. On l'a ramassé, on l'a distribué pour la population pour ne pas gaspiller. Et ensuite, maintenant, 2 jours après, on a nettoyé la plage ce matin et puis on a essayé de couvrir avec le sable. Donc, une partie a été enterrée et une autre partie, la population va consommer? Oui, ça a été consommé déjà, oui. Voilà donc pour cette information. On va ouvrir un chapitre consacré à la médecine dans ce journal avec des chiffres qui vont éclairer le début de ce débat. En Polynésie, vous le voyez à l'écran, 167 médecins pour 100 000 habitants. En France, quasiment le double avec 330 médecins pour 100 000 habitants. Alors, une question se pose de manière inévitable ici. Le statut de médecin dans l'univers public manquerait-il d'attractivité ? Alors que le gouvernement travaille sur la question, de nombreux professionnels s'interrogent à haute voix, de manière vive, question de salaire, de reconnaissance, ou encore du poids souvent envahissant du corsetage bureaucratique. Alors, certains professionnels migrent du public vers le privé, mais là aussi, le parcours d'obstacles s'invite sur le chemin, notamment au sujet du conventionnement avec les autorités de santé publique. Reportage Kaline Liénard, Mirko Vanfo, avec également la participation de notre correspondant Iti Manaki. Allô maman Bobo, cette chanson populaire pourrait s'appliquer aux médecins généralistes. C'est presque un membre de la famille, celui qu'on va voir dès qu'on se sent patraque. C'est mon médecin de famille depuis plusieurs années, donc mon médecin référent, et c'est lui qui me suit et donc mon état de santé. Dans ce cabinet de FAA, l'un des 2 médecins est un enfant du Fénois. Du lundi au samedi, le carnet de consultation ne désemplit pas. C'est rapide au lieu d'attendre longtemps, je ne sais pas combien d'heures, tu vois, d'attente. Alors c'est pour ça que je préfère le privé que l'hôpital et autres. Même si c'est payant? Oui, même si c'est payant. Docteur Robin a grandi à Taha. Sa carrière débute à l'hôpital public et se poursuit à la direction de la santé. Il y a 6 mois, il s'installe à Reiatea grâce à une convention ouverte par la CPS. C'est une création de cabinet, donc il y a très peu de patients au début et puis ça augmente progressivement. Donc forcément, l'investissement c'est sur le long terme et pour l'instant, voilà. J'ai de quoi vivre et ça me suffit pour faire le métier que j'aime. Car pour le docteur Robin, soigner ce n'est pas ordonner, mais comprendre ce dont le patient a besoin. Pour cela, la relation, elle est hyper importante, la relation thérapeutique qui s'installe entre le médecin et le patient. Ça nécessite pour le médecin de bien connaître ses patients, de connaître les croyances, les représentations, pour pouvoir les accompagner au mieux dans les changements pertinents pour eux. Léo Robin est le 9e médecin libéral de Reiatea. Comme lui, il serait de plus en plus de praticiens à quitter le public pour exercer dans le privé. Nous prolongeons ce reportage avec notre invité ce soir, Théanini Temata Otoar. Bonsoir. Yorana. Vous êtes médecin, vous êtes également vice-présidente de l'Association des médecins polynésiens. Alors, que vous inspire ce reportage? Il y a vraiment une interrogation forte des médecins dans leur relation avec un engagement pour le service public, dans le service public. Oui, alors déjà, je félicite le docteur Robin de s'être installé et surtout de s'être installé dans les îles, parce que c'est vrai que c'est un autre enjeu aussi, la pratique de la médecine dans les îles. Et puis, en effet, en tout cas, nous, au niveau de l'association, on essaye de regrouper plusieurs professionnels qui viennent et du public et du privé, parce que il faut aussi que les médecins puissent s'investir dans le public et envie de travailler, que ce soit à l'hôpital ou à la direction de la santé. Donc, c'est aussi un de nos enjeux à l'association, c'est de montrer quels sont les avantages de travailler dans le public, même si on peut connaître aussi certains inconvénients. On sait que le ministre veut ouvrir le débat, il va y avoir un colloque. Qu'est-ce que vous diriez si vous étiez à la table de cette discussion avec le ministre de la Santé? Que faudrait-il faire pour rendre ce service public médical plus attirant, plus attractif pour les professionnels?
Déjà, il faudra, nous, notre travail, c'est de fédérer. Donc, au niveau de l'association, c'est d'avoir un maximum de médecins polynésiens qui sont rentrés ou qui veulent rentrer et de connaître un peu leur point de vue. Parce que c'est l'importance de l'association, c'est vraiment la parole pour la majorité des personnes. Et ensuite, qu'est-ce qui peut faire que des médecins aient envie d'aller vers le public ? Bon, comme je le disais, il faut montrer les avantages. C'est un travail d'équipe, c'est des horaires parfois qui peuvent être plus souples. Après, ça dépend, parce que s'il se rajoutent les astreintes et les gardes, c'est différent. Mais voilà, ça peut être aussi des projets. Quand on travaille à la direction de la santé, par exemple, on peut monter des programmes de santé publique. Donc, il y a d'autres choses que n'offre pas forcément la médecine libérale. Après, chacun aura son choix d'orientation. Ça, je pense qu'on ne pourra jamais le modifier. Et même, il ne faut pas. Le principe de la médecine, c'est d'être libre et de choisir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Quand vous avez une conversation avec des collègues médecins qui vivent en métropole, mais qui sont originaires du territoire, qu'est-ce qu'ils vous disent au niveau des freins qui les empêchent de vouloir revenir ou de fonder un projet ici ? Qu'est-ce qui les empêche ? Alors déjà, j'en ai rencontré plusieurs quand je suis allée à Bordeaux au mois de novembre. Donc j'ai rencontré beaucoup d'étudiants entre la 2e et la 6e année de médecine, donc avant qu'ils choisissent leur spécialité. Et déjà, il y a un premier frein, c'est qu'ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne, parce qu'on n'a pas vraiment le même système qu'en métropole. L'installation n'est pas forcément libre. Bon, il y a des conventions, on en a parlé avec un quota. Les services sont plus restreints. Il n'y a pas un nombre de postes illimité. Il y a 2 cliniques sur Tahiti. Donc tout ça, il faut qu'on leur apporte cette information qu'ils ne connaissent pas. Et puis ensuite, qu'est-ce qui peut être les freins ? C'est déjà de prévoir leur retour. Souvent, ils attendent le dernier moment pour rentrer. Et or, on essaye vraiment de leur expliquer que ça se prépare 2 ans, voire 3 ans avant. Voilà, quels sont leurs projets, où est-ce qu'ils veulent travailler, et que nous, on puisse les aider à avoir les bons contacts sur Tahiti ou en Polynésie pour pouvoir revenir et soit s'installer dans le privé, soit travailler dans le public. Au point de vue de l'association et de votre regard professionnel, est-ce que ces problèmes de convention restent un frein important ? Parce que si on n'a pas d'argent, compliqué de racheter une convention si la CPS ne donne pas des conventions possibles, comme on l'a vu avec le médecin installé pour l'instant à Raiatea. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une ouverture de conventions assez massive depuis quelques années, et dont d'ailleurs plusieurs médecins polynésiens ont pu bénéficier et donc s'installer. Mais ça reste en effet un frein principal à pouvoir aller dans le libéral. Et donc, c'est ce que je dis, il faut prévoir, il faut prévenir de son arrivée quelques années en avance pour qu'on puisse évaluer les besoins, enfin en tout cas pas nous, mais la RAS, et ouvrir des conventions si nécessaire. Merci beaucoup, vice-présidente, pour cette réflexion. Bonne soirée à vous et bonne fête. Merci. Sur le plan social, la grève des hydrocarbures, elle dure depuis plus de 10 jours. Elle va se poursuivre pour le moment puisqu'aucun accord n'a été trouvé. Aujourd'hui, les employeurs ont proposé 1,39% d'augmentation au niveau des salaires. Une toute petite avancée, mais toujours insuffisante pour les syndicats. Les syndicats demandent, vous le savez, 2%. Il reste encore plusieurs points également à aborder. Une nouvelle réunion est prévue demain. Les précisions de Cyril Legaïc, représentant syndical, au micro de nos collègues Mérini Glamblin et Mélissa Chang. On a repris les discussions cet après-midi à 14h, on vient de le finir. Je pense que les débats ont été clairs, partagés. Il y a eu quelques avancées sur la grille, tout ça. Bon, on n'a pas encore retenu le taux, mais il y a une proposition, contrairement aux premières propositions qui ont été faites il y a 2 semaines, quoi. Donc c'est une bonne voie. On doit se revoir demain à 14h, à la même heure, pour continuer les discussions sur les autres sujets. Et il faut donner des ailes à ses rêves. C'est une belle formule. Elle a été entendue au pied de la lettre par Tera Inui. Ce garçon, originaire de Rangui, voit désormais le ciel tout bleu au-dessus de son Fénois. Hier, il a réalisé son premier vol en tant que copilote dans un appareil de la compagnie Air Tahiti. Il a atterri chez lui à la maison. Et dans son île, ce fut une jolie fête. Mélissa Chang était du voyage avec ce jeune copilote. C'est parti. Piloter un avion, Tera Inui en rêvait depuis son adolescence, après avoir effectué un voyage à bord du cockpit de la compagnie à l'hameçon rouge. Pourtant, à 22 ans, le jeune homme n'a pas la tête dans les nuages, bien au contraire. Si je n'avais pas eu d'ambition, je ne serais pas là déjà aujourd'hui. Du coup, c'est très, très important déjà de rêver et de croire en ses rêves et de mettre tous les moyens possibles pour y arriver, quoi. Et surtout, moi en tout cas je parle pour moi, la famille, ma famille elle m'a beaucoup aidé pendant cette période. Après 2 ans de formation de pilote de ligne à Toulouse et 300 heures de vol, le voilà installé aux côtés du commandant de bord.
Mais pour Noël, c'est lui qui pilote et atterrit pour la première fois sur son île natale, Rangiroa, tout un symbole. Les habitants qui l'ont vu grandir lui dédient un accueil digne des plus grands et dans le regard de ses parents, on peut y lire toute la fierté d'une famille. Tout le monde applaudissait, les pleurs, le soulagement parce que beaucoup d'années sans lui, on était ici avec les frères et lui il était en France. Et aujourd'hui, on est très heureux pour nous déjà et pour lui également. Beaucoup d'émotions, pardon. Je veux remercier Air Tahiti aussi de lui permettre de faire ça chez lui, à la maison. Il faut dire que Air Tahiti tient une place importante dans sa vie. Avec un papa agent manutentionnaire et un oncle commandant de bord à la retraite, l'avenir de Tera Inui dans le ciel polynésien était déjà tracé. Ouais, un peu fier quand même, une fierté de l'île. Et maintenant, l'objectif, c'est de pousser les jeunes derrière. Voilà, de les encourager et surtout croyez en vos rêves et ne baissez jamais les bras. Le parcours de Tera Inui dans l'aéronautique prouve une fois de plus que les jeunes des îles sont dotés d'un courage sans faille pour aller au bout de leurs ambitions. Et voilà un second invité dans ce journal, Monsieur Vivich, bonjour. Bonjour. Directeur général d'Air Tahiti. Alors, je suppose qu'on travaille aussi pour ça quand on est dans cette maison depuis 30 ans comme vous. Ça donne des frissons de voir ce gamin-là. Absolument, ouais, c'est une grande fierté pour la compagnie que d'accueillir ces jeunes. Hein. C'est Tamari Tahiti qui reviennent au Fénois travailler. Et c'est une fierté encore plus grande lorsque l'on sait que le père de ce jeune homme est aussi employé d'Air Tahiti. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une idée de filiation, mais plus encore un état d'esprit à Air Tahiti. Et en ce moment, il y a quoi? Il y a le changement de génération qui est en train de s'opérer? Ah oui, très clairement, oui. Il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent. Il faut dire aussi que la compagnie recrute. Hein. Nous avons recruté près de 20 pilotes cette année. Et nous en recrutons encore l'année prochaine. Donc il y a effectivement des places disponibles et donc un turnover qui se met en place progressivement à la faveur des jeunes. Quelle est la politique que l'on mène pour le recrutement des pilotes? On prend à la fois des gens avec expérience et des jeunes gens pour les pousser à avoir l'esprit compagnie. Quel est le dosage que vous avez mis en place au niveau de votre politique? C'est un dosage assez savant, mais c'est vrai que nous privilégions en fait la jeunesse, nous privilégions les jeunes du Fénois avant tout. Et on a effectivement une moyenne d'âge qui tend à baisser progressivement, mais qui est aussi contrebalancée par beaucoup de pilotes d'expérience que nous avons sur des fonctions de commandant de bord et notamment sur la partie instructorat. Parce qu'il faut former ces jeunes et nous avons des instructeurs, une équipe d'instructeurs solides à ce niveau-là. Ce qui veut dire qu'il y a une forme de compagnonnage qui s'inscrit dans l'ADN de votre compagnie, j'allais dire presque familiale en tous les cas, du Fénois. Absolument, oui. Je pense que ceux qui font le métier d'instructeur sont des passionnés, plus que passionnés même, de gens qui sont prêts à transmettre leur savoir, leurs compétences, surtout sur un réseau aussi compliqué que celui de la Polynésie française. 1600 employés, c'est le premier opérateur aérien, le premier employeur privé du territoire. Oui. Il y a encore de belles perspectives devant. Alors, on voyait avec Moorea, la Covid est un peu loin. Pour Air Tahiti, c'est le cas. Il y a un plan d'investissement qui est en cours. Il y a beaucoup de projets pour l'avenir. Oui, il y a des projets pour l'avenir, de beaux projets d'ailleurs, hein, qui sont dans les cartons. Actuellement, nous faisons face à une situation assez particulière que nous n'avons jamais rencontrée avec l'arrivée de la concurrence. Donc, nous nous adaptons à cette situation et nous espérons rebondir et aller encore plus loin que ce qu'on fait actuellement. Bon, on ne va pas trahir de secret. C'est vos dernières semaines à la tête de la compagnie. Oui, plus de 30 ans passés dans la boutique. Qu'est-ce qui vous reste de cette aventure humaine, entrepreneuriale? Eh bien, une belle aventure. Ouais, je crois qu'on résume les choses de cette façon-là, une très belle aventure humaine hein, au milieu de ces 1500 employés qui forment la compagnie. C'est avant tout ce que je retiens. Et puis, des projets mis en place qui ont été fantastiques à mener. Et voilà. Bon, on va aller cultiver son jardin aux marquises, comme on dit chez Voltaire. Oui, absolument, oui. En direction les marquises, après, dans mon Fapou. Voilà, merci beaucoup. Encore félicitations à votre jeune pilote. Félicitations à lui et félicitations aux parents aussi. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Vich. Merci à vous. Bonne soirée et belle année pour vous. La nuit sillonne le Pacifique et à son bord un personnel dévoué et compétent en coulisses. Toute une organisation dont la force est de ne pas être vue, comme en cuisine, où la symphonie des saveurs trouve la note juste du marmiton au chef, avec la touche de couleur pour les yeux et le bon plat sur la carte. Conséquence, l'on n'oublie ni le menu, ni les paysages. Un synonyme à tout ceci, le parfum des vacances. Chanceux pour ce reportage Jacques Damour avec le montage de Ramona Ling. Repos,
détente, ces croisiéristes ne se soucient guère que 4 ponts plus bas. Une brigade de 9 personnes s'active pour que le dîner soit servi à l'heure et les plats autant que possible délicieux. En cuisine et sous la houlette du chef Henry Adams, l'un des descendants des mutinés du Bounty, l'équipe travaille avec une ambiance musicale bien de chez nous. Il y a une équipe qui commence à 5h du matin. Ils font le petit-déj, préparation, petit-déj, tout ça. Après, deuxième équipe, ils viennent à 7h30, 8h pour la mise en place de midi. Et le soir, 17h, le service du soir. Henry doit tout faire pour satisfaire les palais tant au petit déjeuner qu'au dîner. Ajouter à cela les repas spéciaux qui prennent en compte les allergies alimentaires signalées par les croisiéristes. On fait plusieurs menus, menu un peu européen, on va varier avec les produits locaux. Seule touche féminine de la brigade, Lovaina. En sa qualité de commis de cuisine, elle se plaît à travailler au gré de l'océan. Avant, je faisais tout ce qui était repas personnel. Ben là, c'est cuisine Pax. On prépare à manger pour les clients. Dressage et tout, pour 130 Pax. À ses côtés, Harry Maté, le dernier arrivé de l'équipe. Tout juste un an qu'il est à bord. 2020, la crise Covid sévit, il perd son emploi. Quelque temps plus tard, une opportunité se présente. Il postule auprès de la société Aranoui et finit par décrocher un CDI. Au début, je savais rien faire. J'ai tout appris sur le tas grâce à Chef Pénéré, Lewis. Et maintenant, ça y est, je suis lancé. On a plein d'avantages. Déjà qu'on voyage gratuitement, tout en travaillant bien sûr. Et puis, on est nourri, logé. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne voit pas nos familles, mais au bout d'un moment, ça passe. Lewis, 41 ans, est le second de cuisine. Armé d'une solide expérience, il travaille en symbiose avec son chef, polynésien comme lui. Même si souvent les conditions de mer sont très inconfortables, il prend tout de même plaisir. Sur le bateau, nous n'avons pas de stabilisateur, donc il faut travailler comme un marin. Un peu difficile parce que des fois on a des houles de 5-6 mètres, donc des fois on a des petits accidents, mais ça va. Il faut gérer. Il se souvient qu'en tant que brancardier, la seconde fonction des cuisiniers du navire, il a dû intervenir en mer et à plusieurs reprises. Une houle de 4 mètres, il y a 2 voyages où un copain s'est brûlé avec un bain-marie. Assiette après assiette, le menu dressé prend alors la direction du restaurant. C'est une autre équipe qui prend le relais. Affamés, les passagers le sont après une journée de navigation vouée à la relaxation, au farniente ou tout simplement à l'oisivité. Affamés non, mais gourmet. Allez, on ose vous le dire, bon appétit. C'est quasiment la fin de ce rendez-vous d'information sur la première. L'information principale de la journée concerne le secteur public médical qui peine à tirer les médecins, voire à les conserver. Certains d'ailleurs s'exilent vers le département, vers le secteur privé. Une réflexion gouvernementale est en cours pour tenter d'inverser le cours des choses. Voilà donc pour cette information principale de notre journée de mardi. Le programme de la télévision sur les écrans de la première ce soir, de la fiction avec un espion ordinaire, guerre froide Russie-USA dans les années 60, et puis après, enquête sur la santé. On va s'intéresser ce soir aux huiles essentielles. Voilà donc pour nos rendez-vous de la soirée. Presse écrite, voici l'arrivée de la une de Tahiti Info pour demain. Tahiti Info qui s'intéresse aux places du parking de Paofaï en construction. Un litige entre le constructeur et le pays explique le retard de livraison constaté. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous d'information de la première. Demain matin, double rendez-vous d'information avec en tahitien Abinera et en français Souliane. Et puis tout de suite, comme c'est la tradition cette semaine, des vœux et des visages pour vous dire joyeuse année en musique. Rendez-vous demain soir 19h pour le journal en français. Belle nuit à tous. Très bon nouvel an qui arrive à toute la Polynésie, que ce soit les personnes en difficulté aussi, une petite pensée pour eux, les personnes qui sont dans les pénitenciers aussi. Un très bon nouvel an et la méthode est happy. This is now
toute la Polynésie française, spécialement à ceux qui sont à l'hôpital, que votre joie puisse revenir dans la famille, que vous puissiez avoir une bonne santé et surtout que l'année 2024 puisse être une année pleine de joie, pleine d'amour. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.